Et donc, on va donner tout de suite la parole à Magdalena. Je vais parler debout. D'accord. Bonjour à tous. Durant ma présentation, je vais essayer de relever un défi d'une comparaison franco-polonaise en me concentrant sur deux villes capitales, Paris et Varsovie. Bien évidemment, ces deux villes se distinguent fortement par leur position dans le système des villes en Europe. Paris comme une ville globale, Varsovie plutôt une métropole européenne. Ensuite, elles se distinguent également par leur histoire. Varsovie était presque complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et puis reconstruit suivant l'idéologie socialiste et ses règles égalitaires. En plus, la date de 1989 était très marquante pour Varsovie, pour la Pologne en général, parce que la chute du régime socialiste a entamé une nouvelle étape dans le développement économique et social de la Pologne et à Varsovie aussi. D'ailleurs, ces deux villes se distinguent par leur superficie, parce que Varsovie est plus grande que Paris intramuros. Mais si on compare la densité de population, elle est beaucoup moins forte à Varsovie qu'à Paris, parce que l'habitat à Varsovie est beaucoup plus extensif. Malgré ces différences considérables existant entre ces deux capitales européennes, elle rencontre le problème similaire quand il s'agit le secteur de l'habitat. Premièrement, une augmentation accélérée des prix de l'immobilier ces dernières années et ensuite la difficulté pour assurer l'offre de logements pour les catégories sociales modestes, mais également les catégories moyennes. Alors, durant cette communication, je souhaiterais aborder deux questions. Premièrement, de quelle façon la question du logement est posée au sein des politiques publiques dans ces deux capitales européennes. Et ensuite, quels sont les effets spatiaux de ces politiques, de ces deux approches de politiques publiques complètement différentes, comme vous allez voir tout à l'heure. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur la période post-socialiste à Varsovie. Alors, je vais parler des années 90 jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris la même période pour analyser la situation à Paris. Afin de présenter les effets spatiaux de ces politiques urbaines, je me suis concentrée sur deux espaces urbains, le quartier de Bielané à Varsovie et le 14e arrondissement à Paris. Ces deux espaces se ressemblent quand il s'agit de leur population, qui est à peu près 134 000, et puis elles se ressemblent par rapport au taux de logements sociaux en France. En Pologne, on utilise le terme logements municipaux, parce qu'au début des années 90, à Bielané, il y avait à peu près 25% de logements municipaux. Dans le 14e arrondissement, au début des années 90, nous avons eu à peu près 19% de logements sociaux sur l'ensemble de logements sur le territoire de cet arrondissement. Mais ces deux espaces urbains se distinguent fortement quand il s'agit des évolutions sociales dans l'espace qui apparaissent. Si on regarde ce qui s'est passé dans le 14e arrondissement entre 1990 et 2010, on s'aperçoit que la part des ménages ouvriers a fortement diminué, avec une augmentation considérable de la part des ménages de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Bien évidemment, ce processus a démarré bien avant, dans les années 80 ou même dans les années 70. Ensuite, si on veut regarder comment les différentes catégories socioprofessionnelles sont réparties dans l'espace du 14e arrondissement, afin de présenter cette répartition, j'ai utilisé l'indice de ségrégation très classique de Duncan. Les valeurs de cet indice distinguent à 0 à 1. La valeur 0 signifie que
Les catégories socioprofessionnelles sont réparties de façon assez homogène dans l'espace et la valeur égale à 1 signifie que les catégories socioprofessionnelles sont plutôt réparties d'une façon inégale. Alors, il y a 3 remarques que j'aimerais bien faire là-dessus en regardant le graphique à droite. Tout d'abord, on voit que les valeurs de l'indice de ségrégation dans le 14e arrondissement sont très faibles parce qu'ils ne dépassent pas 0,25. D'ailleurs, les valeurs de l'indice ont très peu changé durant la période donnée. Et troisièmement, nous observons une faible augmentation de valeur de l'indice de ségrégation, alors vers une répartition plus inégale quand il s'agit de ménages d'ouvriers employés et de ménages de retraités. En revanche, dans les quartiers biélanais à Varsovie, nous assistons à un processus, d'une part, semblable à ce qui s'est passé dans le 14e arrondissement, parce que la part de ménages d'ouvriers a fortement diminué à la fin des années 80. Le quartier de Biélané était un quartier populaire avec 1/3 de ménages occupant des postes d'ouvriers. Nous observons également une forte croissance de la part de catégories moyennes. Ici, ce sont les techniciens. Et troisièmement, la part de ménages de cadres et des spécialistes a changé très peu. Le spécialiste correspond plus ou moins aux catégories intellectuelles supérieures en France, mais en général. Concernant la répartition de ces différentes catégories socioprofessionnelles dans l'espace du quartier biélanais, tout d'abord, on voit que les valeurs de l'indice de ségrégation n'ont presque pas changé entre la période en question. Et deuxièmement, on observe un processus, une tendance plutôt de diminution des valeurs de l'indice de ségrégation, ce qui était déjà décrit par le chercheur travaillant sur l'espace urbain dans l'Europe centrale comme un paradoxe de la ségrégation post-socialiste, parce que en fait, nous avons attendu plutôt une augmentation de ségrégation sociale après la chute du régime socialiste, mais finalement, au moins les chiffres à l'échelle de la ville ou des quartiers montrent le processus l'inverse. Avant que je vous présente les objectifs primordiaux de la politique du logement à Varsovie, j'aimerais bien attirer votre attention sur 2 éléments. Tout d'abord, presque tous les documents officiels, toutes les stratégies de développement élaborées à Varsovie dans les années 90 se sont basées sur les lois promulguées encore durant la période socialiste. Donc il fallait attendre jusqu'à la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, pour que les nouvelles lois soient adoptées, et pour que les nouvelles stratégies et documents officiels à Varsovie, et bien d'autres villes aussi en Pologne, soient adoptés. Deuxièmement, les statuts de Varsovie étaient quelque peu spécifiques durant les années 90, parce qu'en fait, Varsovie était une communauté de 11 municipalités. Donc la gestion de la ville et les politiques urbaines étaient très décentralisées. À partir de 2002, il y avait une centralisation des pouvoirs à Varsovie. Aujourd'hui, nous avons une seule ville qui se divise en 18 quartiers avec des politiques urbaines communs qui opèrent sur l'ensemble du territoire de Varsovie. Alors, s'agissant des objectifs contemporains de la politique du logement à Varsovie, je me suis concentrée sur 2, je pense, les plus importants. Première, c'est une amélioration du cadre de vie des habitants. Et le deuxième, c'est une création de bonnes conditions pour la construction privée, quelle que soit leur forme, immeubles collectifs ou maisons individuelles.
Si on regarde ce qui s'est passé dans le quartier de Bilanay, on voit tout de suite que plus de la moitié de logements neufs construits entre 2002 et 2012 sont venus de la production des promoteurs immobiliers privés. La construction de la ville, de la municipalité, était très faible et constituait à peu près 10% durant cette période. Ensuite, les coopératives d'habitation ont joué encore un rôle assez important, mais il faut se rendre compte que durant la période socialiste, les coopératives d'habitation fonctionnaient plutôt comme les promoteurs publics, mais à partir des années 90, les coopératives ont commencé de produire le logement de façon plus commercialisée, c'est-à-dire les coopératives fonctionnent comme les promoteurs immobiliers privés. Alors, au début de cette présentation, je vous ai dit que dans les années 90, la part de logements municipaux dans les quartiers de Bilanay était à peu près 25%. Aujourd'hui, ce taux a diminué à 9,9%. Parce que les logements municipaux sont privatisés déjà depuis les années 70, mais ce processus a pris l'ampleur dans les années 90. Alors, en regardant ces statistiques, on pourrait constater que, d'une façon indirecte, les autorités locales à Varsovie ont confié aux promoteurs immobiliers privés le rôle d'assurer le logement. Théoriquement, cette idée paraît intéressante, mais si on fait un zoom sur la production de logements de promoteurs immobiliers privés, on verra tout de suite que cette production est assez spécifique. La plupart des logements neufs construits par les promoteurs immobiliers à Bielané et même à Varsovie sont des résidences fermées. Les résidences fermées qui prend différentes formes, soit de groupes des immeubles collectifs, soit de petites maisons individuelles plutôt en périphérie, mais il y a pas mal de résidences fermées qui sont implantées au cœur du quartier de Bielané, qui se trouve juste à côté de grands ensembles construits durant la période socialiste. Mais il y a également de grandes villas comme celle-ci de 300 mètres carrés, construites sur une grande parcelle forestière, qui sont également construites par les promoteurs immobiliers dans le quartier. C'est pas une photo de banlieue varsovien, on est toujours dans le quartier Bielané, à l'intérieur de son périmètre. Alors, en se référant à ces résultats, en fait, on peut se poser la question, est-ce que l'accession à la propriété dans le quartier de Bielané est en faveur de catégories moyennes et supérieures? Parce que avec cette spécifique production de logements par les promoteurs privés et avec tous les différents programmes réalisés par le pouvoir local à Varsovie afin d'améliorer le cadre de vie, par exemple à travers la modernisation de la voirie, à travers la réhabilitation des bâtiments scolaires, des bâtiments culturels, des espaces publics, création de 3 nouvelles stations de métro dans les quartiers de Bielané en 2008. Finalement, les prix de l'immobilier dans les quartiers de Bielané ont augmenté fortement et aujourd'hui, elle correspond plutôt à la moyenne de Varsovie. Donc l'image des quartiers a fortement changé. Parallèlement à Paris, les objectifs de la politique du logement sont quelque peu différents. Ils se basent notamment sur l'augmentation et la diversification de parcs de logements, en particulier des logements sociaux. Bien évidemment, les objectifs de la politique du logement qui on peut retrouver dans le plan local de l'habitat, soit dans le programme local de l'habitat ou dans le plan local d'urbanisme,
sont très détaillés. Moi, je ne vais pas parler sur ces détails, mais j'aimerais bien présenter les objectifs primordiaux de politique du logement à Paris et à Varsovie, pour que vous puissiez voir cette divergence des approches qui existent. Afin d'analyser les effets spatiaux de la politique du logement dans le 14e arrondissement, je vous propose de le regarder de deux perspectives. Tout d'abord, on va regarder la répartition de logements sociaux dans le 14e arrondissement, et après, on va regarder un peu le peuplement de parcs de logements sociaux dans le 14e arrondissement. Alors, concernant la répartition de logements sociaux dans le 14e, on voit très bien sur la carte que déjà en 1999, les logements sociaux étaient répartis de façon très inégale dans le 14e arrondissement, avec une très forte concentration dans le quartier Plaisance. C'est un quartier très spécifique parce que, en fait, depuis les années 60, il y avait plusieurs opérations, programmes de rénovation urbaine et puis renouvellement urbain des ZAC, les opérations menées au sein de la politique de la ville qui se trouvaient dans le périmètre de ce quartier. Ensuite, si on regarde sur le tableau avec les chiffres sur le nombre de logements sociaux construits ou acquis dans le 14e arrondissement entre 2001 et 2012, on voit tout de suite que plus de la moitié de nouveaux logements sociaux étaient construits encore dans les quartiers Plaisance. Alors, d'une façon, les actions mises en place par les autorités locales ont contribué à un renforcement de cette structure de répartition inégale des logements sociaux dans le 14e arrondissement. Si on regarde ce qui s'est passé avec la structure, si on regarde la structure socio-professionnelle de ménages occupant le logement social dans le 14e arrondissement, et leur distribution entre quatre quartiers dans le 14e arrondissement, on voit quelque chose d'intéressant. Tout d'abord, un tiers de ménages habitant les logements sociaux dans le 14e arrondissement sont les ménages de retraités, mais ça, ce n'est pas très étonnant parce que ce chiffre correspond à la moyenne parisienne. Mais ensuite, si on regarde sur le ménage des cadres et des professions intellectuelles supérieures, on voit tout de suite qu'ils sont surreprésentés dans le quartier Parc Montsouris, où il y avait très peu de logements sociaux. Et finalement, ce ménage de cadres et de professions intellectuelles supérieures sont sous-représentés dans le quartier Plaisance, où il y avait une forte concentration de logements sociaux. Si on compare une répartition de ménages d'employés, ils sont sous-représentés dans les quartiers de Parc Montsouris et puis Petit Montrouge, où il y avait moins de logements sociaux, et puis un peu plus surreprésentés dans les quartiers de Plaisance et Montparnasse. Mais le quartier Montparnasse est très spécifique. Il ne faut pas oublier que la part de logements sociaux dans ce quartier est très, très faible. Alors, à partir de cet exemple du 14e arrondissement, on voit très bien que, en fait, ce sont deux types d'inégalités que se superposent. Tout d'abord, une répartition inégale de logements sociaux, mais ensuite une répartition spécifique de différentes catégories socio-professionnelles dans les parcs de logements sociaux. Pour conclure, j'essayais de démontrer que la question du logement est posée de façon complètement différente à Varsovie et à Paris, que ce sont les acteurs plutôt privés qui sont engagés de créer l'offre de logements
des logements à Varsovie. Les acteurs publics opèrent notamment dans le cas du 14e arrondissement, dans le cas de Paris, qui sont chargés de produire de nouveaux logements et puis d'assurer cette diversification de parcs de logements, même de différents segments de logements sociaux. Concernant les effets spatiaux, dans le quartier de Bílany, malgré le fait que les indices de ségrégation ont diminué durant les années 90, nous remarquons une création de micro-enclaves de résidences fermées dans ces quartiers. L'augmentation des prix immobiliers et une faible production de logements sociaux par le secteur public a contribué à une offre très réduite pour les catégories sociales moyennes, inférieures ou modestes. Donc nous n'avons pas observé de processus de relogement des catégories modestes, mais quand même, ces catégories, on pourrait dire, n'ont pas vraiment accès aujourd'hui au logement situé dans ce quartier. Concernant le 14e arrondissement, nous avons vu cette superposition de différents types d'inégalités, ce qui a contribué à une diversification sociale, mais réussie seulement dans une partie. Je souhaiterais terminer cette communication par une question. Alors, en se référant aux résultats de mes recherches, on peut se poser une question très simple. Est-ce que ça veut dire que la pression des catégories supérieures est tellement forte dans les grandes villes européennes que, quelle que soit l'histoire de ces villes, quelle que soit la politique publique qui opère dans ces villes, ces dernières ont du mal à réduire les inégalités sociales dans l'espace. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse pour toutes les fautes linguistiques. Merci beaucoup, Magdalena. Je crois que vraiment, on n'a pas du tout été gênés par les fautes qui étaient de toute façon très peu nombreuses.